Depuis ma première vidéo sur le sujet de la chute de cheveux, je me suis rendu compte à quel point est-ce que le finastéride était source de mystère et de mystification et de peur et d'inquiétude et d'angoisse pour beaucoup d'hommes qui souhaiteraient traiter leur chute de cheveux, mais qui auraient peur en fait enfin qui sont au courant de l'existence du finastéride, mais qui pensent que c'est un médicament hyper dangereux, qui a des effets secondaires terribles, etc. Et depuis cette vidéo-là, je me suis vraiment fixé comme objectif, j'en ai fait ma mission solennelle de démystifier le sujet du finastéride parce que c'est important pour moi, je sais à quel point ça peut être une source de souffrance de perdre ses cheveux pour un homme ou pour une femme, peu importe, mais alors je pense pour une femme ça va être encore plus difficile, mais pour un homme je trouve que on sous-estime à quel point est-ce que ça peut être à quel point est-ce que ça peut être impactant en fait dans la vie sentimentale et dans la santé mentale d'un homme. Donc voilà. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais discuter de mes résultats. En fait, j'ai fait un bilan sanguin récemment. Parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, j'ai pris donc du finastéride pendant 2 ans par voie orale. Avant ça, j'en ai pris par voie locale, puis par voie orale un petit peu, ensuite de nouveau locale, etc. Parce que, comme vous, j'avais peur, comme toi qui regardes cette vidéo, sûrement j'avais peur des effets secondaires du finastéride par voie orale. Et en fait, là, prochainement, enfin depuis quelques semaines, je tente une expérience. J'ai stoppé le finastéride par voie orale, donc j'en prenais 1,25 mg par jour, que j'ai remplacé en fait par du finastéride par voie locale. Et si tu souhaites commencer le finastéride par voie locale, il y a un lien en description. C'est bien sûr un lien d'affiliation, je suis 100% transparent avec toi, mais c'est le finastéride par voie locale que j'utilise actuellement du site, d'un site auquel je fais confiance. Donc voilà, si tu as envie de tester ça, si tu as envie de mettre un pied dans le domaine du finastéride, mais que tu voudrais peut-être pas forcément commencer par la voie orale, tu peux suivre le même chemin que moi et acheter le finastéride que tu peux trouver en description en lien de cette vidéo. Et donc voilà, bref, petit plugin. Mais autrement, donc, le finastéride, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un inhibiteur de 5-alpha-réductase, la 5-alpha-réductase étant l'enzyme responsable de la conversion de testostérone en dihydrotestostérone, et la dihydrotestostérone, c'est l'hormone qui est responsable de la chute des cheveux chez l'homme. Et dans cette vidéo, donc, je vais expliquer pourquoi est-ce que le finastéride ne causerait peut-être en réalité pas d'effets secondaires, mais bien sûr à une condition bien précise, et cette condition-là, je vais l'expliquer en visionnant en fait mon bilan sanguin. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On a mon hormonologie, donc j'ai fait aussi un bilan au niveau de mes carences, etc. Mais bon, il n'y a rien à signaler, et surtout, ce n'est pas pertinent pour cette vidéo. Donc là, on a mon estradiol, qui est parfaitement dans les normes, donc il est parfaitement dans la fourchette qui serait saine, légèrement élevée, faut quand même le dire. Donc, dans la fourchette élevée, mais étant donné que j'ai également ma testostérone qui est dans la fourchette élevée, donc on peut le voir ici, la fourchette on va dire de la norme, c'est entre 8 et 29. Moi, je suis à 26,30. L'année passée, j'étais à 30, mais bon, mon cabinet de médecin a changé de labo, donc peut-être qu'il y a des petites variations à ce niveau-là. Mais je reste toujours dans la fourchette, dans le côté élevé de la fourchette de la norme en fait. Et puis pareil, donc testo libre, là je suis parfaitement dans la moyenne. Testostérone libre calculé, je suis également dans la moyenne haute, à 547, alors que la limite de la moyenne apparemment c'est 619. Donc voilà. Donc c'est pas trop grave si j'ai un taux de testostérone élevé et des taux d'œstrogène qui sont proportionnellement tout aussi élevés que la testostérone. Donc le ratio en fait est correct. Donc là, le ratio est parfaitement respecté. Maintenant, là où j'aimerais voir un peu plus en détail dans cette vidéo, c'est mes niveaux de dihydrotestostérone. Donc ça, c'était ce bilan sanguin, pour l'anecdote. Je l'ai fait juste avant d'arrêter le finastéride par voie orale et de le remplacer par du finastéride par voie locale. Donc ma théorie, c'est que selon la dose de finastéride par voie locale, il y a une absorption systémique qui est minime. Plus précisément, avec une exposition journalière de 0,25 mg par jour de finastéride par voie locale, donc ça serait une solution à 0,025% de finastéride, et on a une diminution de la DHT qui est à peu près de 25%, donc on perd 25% de DHT, tout en maximisant
la réduction de DHT dans le cuir chevelu. Donc on parle de 50% de réduction. Alors que le finastéride par voie orale, à 1 mg, réduit la dihydrotestostérone dans le système, donc dans l'entièreté du corps, et la réduit de 60%, et sur le cuir chevelu également de 50%. Donc en fait, avec du finastéride par voie locale à 0,25, on a exactement les mêmes effets sur le cuir chevelu, mais quasiment aucun effet dans le corps, et c'est ça que j'aimerais tester avec cette expérience. Donc accrochez-vous, dans 2 mois, je refais un bilan sanguin, et on va voir si ma DHT a remonté, et puis on va voir surtout si au niveau de mes cheveux, je vois une différence. Pour l'instant, voilà, ça a l'air de rester plus ou moins stable comme d'habitude, mais je suis en train de les laisser repousser aussi, donc voilà, projet cheveux longs pour 2025, on verra ce que ça donne. Ok, bref. Donc là, on a la dihydrotestostérone, et comme on peut le voir ici, elle reste dans la fourchette normale en fait des niveaux de dihydrotestostérone. Et c'est là que je veux en venir lorsque je dis que le finastéride ne cause pas en réalité d'effets secondaires, parce que en théorie, en tout cas ma théorie ici dans cette vidéo, là je n'affirme rien, c'est une théorie, c'est une idée. À mon avis, ce qui cause des effets secondaires, et la raison pour laquelle certains hommes, donc une rare partie des hommes qui prennent du finastéride, ont des effets secondaires, on parle de 2 à 3% d'effets secondaires, selon les études. À mon avis, la vraie raison, c'est que de base, ils ont peut-être une testostérone qui est basse. Donc, par exemple, elle est, bah voilà, ici, testostérone libre. Moi, je suis à 35, la limite c'est 16,7. Peut-être que c'est des personnes qui sont à 20. Et puis, en prenant du finastéride, peut-être que de base, ils avaient des niveaux à 1, à 1 nanomol par litre. Et après, bah, en fait, avec le finastéride, ils descendent en dessous de cette fourchette, et c'est pour ça qu'ils ont des effets secondaires, parce que ils sortent des fourchettes normales, des niveaux de dihydrotestostérone, et peut-être également, qu'ils ont des niveaux légèrement trop bas de testostérone, et des niveaux qui sont à la limite élevés d'œstrogène. Et comme je l'avais expliqué dans une précédente vidéo, si la testostérone n'est pas convertie en dihydrotestostérone, bah en fait, il reste plus de testostérone. On a une testostérone plus élevée quand on prend du finastéride. Et le risque, quand on a plus de testostérone, c'est qu'une plus grande partie de cette testostérone se convertisse en œstrogène, en estradiol. Et donc, peut-être que ce ratio peut être encore plus déséquilibré, en particulier si la personne a un pourcentage de masse grasse. Donc là, on parle d'un homme. Si c'est un homme qui a un pourcentage de masse grasse qui est légèrement trop élevé, par exemple au-dessus de 20%, ça commence à être un peu trop élevé, y a des risques qu'il y ait une production trop importante d'œstrogène, parce que les tissus adipeux, les tissus, la masse grasse en fait, favorisent la production d'œstrogène. Donc voilà. Donc c'est peut-être pour ça que moi j'ai pas eu d'effet secondaire avec le finastéride, parce que même à 1,25 mg par jour pendant 2 ans, j'ai eu quand même des niveaux de dihydrotestostérone qui restaient dans la moyenne basse, certes, mais qui restaient dans la moyenne. Donc voilà. Voilà pour ma théorie. Donc en gros, pour récapituler, je pense que si les personnes qui sont plus à risque d'avoir des effets secondaires avec le finastéride, ce sont des personnes qui de base ont des niveaux hormonaux qui sont pas forcément optimaux. Donc l'idée, si tu souhaites commencer le finastéride par voie orale, mais que vraiment tu as peur des effets secondaires et que tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour ne pas en avoir, fais d'abord un bilan hormonal. Et si tu vois que tu as des niveaux de testostérone qui sont vers le plus bas de la fourchette normale, ou peut-être même trop bas, puis des niveaux d'œstrogène qui sont légèrement élevés, et que déjà tu as des niveaux de dihydrotestostérone qui sont à la limite de la basse fourchette, peut-être que ça pourrait être intéressant de mettre en place des changements dans ton alimentation, dans ton mode de vie, faire plus de musculation, faire plus de sport, manger correctement, voilà, peut-être perdre un peu de poids, perdre un peu de masse grasse si tu as des kilos à perdre. Et ensuite, tu peux commencer le finastéride de manière un peu plus sécurisée, en ayant beaucoup moins de risques d'effets secondaires, si ce n'est pas du tout en fait. Donc voilà où je voulais en venir avec le titre de cette vidéo, qui était peut-être un peu putaclic, mais en réalité c'est la vérité. Le finastéride ne cause pas d'effets secondaires. Ce qui cause des effets secondaires, c'est la situation initiale,
avant de prendre du finastéride, selon moi. C'est ma théorie, c'est mon interprétation de la science, encore une fois, je n'ai pas la science infuse. Si tu en sais plus que moi sur le finastéride et sur comment ça fonctionne, les hormones, etc., viens t'exprimer dans la barre des commentaires. Ça me fait toujours plaisir de discuter avec mon public. Mais comme d'habitude, voilà. Sois respectueux, sois formel. On n'est pas là pour se faire la guerre, on est là pour discuter. Comme je dis toujours, le muscle café, c'est le café du muscle. On est là pour parler, on est là pour échanger, c'est un dialogue. Et moi, ça me fait toujours plaisir de dialoguer avec mon audience. Donc voilà. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Partage avec une personne qui pourrait être intéressée par ce genre de contenu. Like, abonne-toi et moi je te dis à très bientôt.